fait, ouais, il y a plusieurs raisons. Je repoussais parce que je me disais, en revenant de Corée du Nord, je le fais dans la foulée, et puis après, je vais faire le livre de Christophe André. Et après, il y avait toujours un autre voyage finalement, parce qu'après après la Corée du Nord, on s'est promené, on est allé à Jérusalem, et puis en Birmanie et Jérusalem, donc ça rapportait tout le temps. Et aussi, ça me faisait un peu peur comme livre, parce que là, ça voulait dire, après ce voyage, j'étais habitué quand même, je savais comment les traiter, alors que là, c'était nouveau, je faisais parler de quelqu'un d'autre, son histoire, moi je n'étais pas dedans. Et quelqu'un qui n'est pas mort en plus. Quelqu'un qui, ouais, donc il peut revenir et se dire, ah non, c'était pas comme ça. C'est finalement particulier, parce que dans ce genre de cas, souvent, soit, on peut faire un livre sur quelqu'un, faire un livre portrait quasiment, mais souvent c'est quelqu'un qui est décédé ou qui est plus là ou quoi que ce soit. Là, pour vous, c'est particulier. En fait, parler quelqu'un, c'est son vécu. En même temps, il n'est pas non plus co-scénariste pour autant, c'est pas exactement le même schéma, vous n'êtes pas dans ce genre de livre. Donc c'est vraiment son vécu à lui, et il est là effectivement pour pouvoir dire ah non, là c'était pas ça, ou alors moi je l'ai pas vécu comme ça. Comment ça s'est. Est-ce que ça a été compliqué ça? Oui, mais c'était nécessaire, parce que moi je voulais pas que Christophe reçoive le livre par la poste et commence à l'ouvrir heureux, et tout d'un coup ils disent en fait non, c'était pas ça, et c'était pas comme ça, et ça ressemblait pas à ça. Oui. Donc nous en 15 ans, c'est pour ça aussi que le livre s'est fait, parce qu'on s'est liés d'amitié, on se voit régulièrement en dehors de ce projet, parce qu'à un moment, tellement y croire, au bout de 15 ans, je disais ouais, j'ai toujours envie de le faire. Et bon, il n'attendait pas après ça, hein, c'est pas quelqu'un qui avait envie de raconter son histoire, mais comme moi, je lui proposais de faire un bande dessinée, il était partant. Donc moi, après, quand je me suis mis, je me suis dit déjà, on va parler de ça et de ça, il y avait des choses qui me paraissaient importantes dans son histoire. Je l'ai enregistré très longuement, et après j'ai redécoupé ça de façon précise pour savoir où je m'en allais. Et après je lui faisais lire, bien sûr. Donc moi j'avais des découpages qui ressemblaient à ça sur chaque mois. Il me disait, on savait par exemple que la prise de photo c'était le 15 juillet parce qu'il y avait eu un contact avec Paris, et il y avait des moments comme ça qui étaient fixés dans le temps. Après il y avait des moments que lui il me racontait, il disait là, ils sont venus 2 fois m'offrir un verre de vodka le soir, 2 ou 3 fois. Et du coup, c'était au début septembre. Donc je savais que c'était avant la photo, c'était avant le 15. Et donc je le positionnais chronologiquement là et là et là, parce qu'il n'y avait pas la mémoire de se rappeler que le 8 septembre, ils sont venus à ce moment-là pour boire de la vodka. Donc je voulais mettre tous les événements qu'il m'avait racontés, ça me paraissait essentiel. Et je lui faisais lire au fur et à mesure. Et je me basais aussi sur un document qu'avait fait l'ONG pour garder une trace de cette expérience. C'était c'était la première fois qu'il y avait un kidnapping à MSF, il y en a eu malheureusement d'autres, et je crois qu'il y en a toujours, on en parle moins parce que c'est du personnel local en Afrique. Lui, c'était un des premiers, ouais. Après il y a eu une vague de kidnapping d'abord en Tchétchénie en 97, donc c'était entre les 2 guerres tchétchènes, et ça a repris juste un peu après, et il y a eu une vague de kidnapping, il était un peu dans les premiers, il y avait les Italiens avant, mais après lui il y a eu tout, waouh, ça y est, tout le monde s'y est mis. Parce qu'en fait, en Tchétchénie, il y a une tradition du kidnapping, d'une certaine façon, et ils se kidnappent entre eux, ils se mentionnent entre eux, et voilà, ils s'amusent comme des fous. Ouais, mais il y a ça dans plusieurs pays, je crois, c'est pas particulier à eux, ouais, et remarque au Moyen-Âge, en Europe, on le faisait pas mal avec les rois, voilà, oui, bon, à Carthage, donc c'est un peu l'ambiance à l'époque, et ça l'est toujours en Tchétchénie. Et sauf que les étrangers, il n'y en avait plus en Tchétchénie, parce qu'entre les 2 guerres, tout le monde était parti. Okay. Et il y en avait dans les provinces aux alentours. Donc lui, Christophe, il était en Ingouchi, donc une des provinces qui est à l'alentour. Et ils sont venus le chercher là-bas. Et curieusement, c'était une des rares soirées, une des seules soirées, il y en a eu 2, où il était tout seul dans la maison, parce que ils étaient 2 ou 3, et cette soirée-là, ils n'étaient pas là, parce qu'ils étaient partis sur le terrain ou un truc dans le genre. Et donc après, il s'est dit qu'il y avait peut-être quelqu'un au sein de MSF, parce qu'il y a beaucoup de personnels locaux. Habituellement, il y a plus de locaux que d'expatriés, ils sont juste là pour leur expertise. Et donc voilà, il s'est dit, il y a probablement quelqu'un là-dedans qui est en contact avec eux, qui leur a dit ce soir-là, allez-y. Okay. Mais en plus, ce qui est assez fort, c'est que ça soit arrivé à lui, je trouve, dans le sens où tout au long du livre, on découvre, je trouve que ce qui perce, c'est que c'est quand même quelqu'un de particulièrement fort. Il y a notamment une séquence dans le livre, je ne vous rappelle rien si vous ne l'avez pas encore lu, mais où
où il a quand même le cran de se dire, en fait il a la pensée qui s'emballe, hein, et il se dit mon Dieu, peut-être que s'il se passe ça, ça veut dire qu'il se passe ça, donc ça veut dire qu'il se passe ça. Et évidemment c'est l'autoroute pour la panique, et en fait il a le cran de se dire je ne sais rien, je ne sais pas, je me calme, je me concentre sur autre chose. Et je trouve que c'est quand même, il faut une confiance en soi, une force morale, une force mentale incroyable pour raisonner comme ça dans un moment pareil. Et je me dis que vous êtes tombé sur un vécu particulier, mais aussi vécu par quelqu'un de particulier, il me semble. Oui, il est particulier, c'est quelqu'un d'assez analytique, qui prend son temps de réfléchir. C'est quand on l'invite pour faire de la presse, comme là je fais la promo, des fois il est invité, il veut savoir c'est quelle mission. Après, s'il ne la connaît pas, parce qu'il ne regarde pas trop la télé, il la regarde et s'il voit que c'est un peu... il dit non, merci, finalement. Donc il aime bien réfléchir à tout ce qu'il fait autour de lui, et il est assez terre à terre. Après, c'est un gars qui fonctionne normalement avec femme et 2 enfants, et il travaille toujours à Médecins sans frontières. Et il y a aussi une situation qui me disait, une situation dans laquelle là, sa vie était peut-être en danger, mais il ne le savait pas. Il ne savait pas si ces gars-là, finalement, ils n'allaient pas l'exécuter. Au début, il a cru que ça se passait parce qu'on le kidnappe, lui il croit qu'il est rançonné pour le coffre-fort, on n'a pas vu tout ça. Ils avancent en voiture et ils vont très loin, ils traversent un bout de chemin, et à un moment on lui dit là, il est en choc, en slip, sorti de son lit. Et on lui dit avance un peu plus loin sur le chemin. Donc il s'imagine le pire forcément, parce que dans le noir, dans la forêt, il dit ça y est, il m'exécute, et comme il avait les poches du coffre-fort, il avait les clés du coffre-fort dans ses poches, il s'est dit voilà, ils sont venus chercher pour les clés, après ils vont aller le piquer tranquillement. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il avait les clés finalement. Donc voilà, il s'est imaginé en train de se faire exécuter. Donc l'imagination s'emballe, et là il s'est dit voilà, il faut faire attention. Et comme il est assez posé, et qu'il est aussi dans il est posé, et dans une situation comme ça, extraordinaire, il me dit tout le monde agit d'une façon qui est différente de ce qu'on agit normalement. Et ça, c'était assez intéressant de savoir ça en fait. C'est-à-dire que lui, il était toujours en tension, en train de se dire. Et il cherchait toujours la faille, genre là, il y a peut-être une porte ouverte, là, je peux peut-être en profiter pour taper dessus, là, je peux faire... Dès le début, il s'est dit, il avait les mains attachées dans le dos, il dit, je peux peut-être courir. Et là, il y avait un sous-bois, c'était noir, il était pieds nus, il faisait noir. Et après, il y avait l'armée derrière qui ont courir après, ça n'a pas duré longtemps. Donc, il se dit, mauvaise idée. Après, lui, il est assez féru d'histoire, il est vraiment... il est vraiment calé en histoire. Il aime beaucoup l'histoire militaire, donc Napoléon et toute l'histoire. Il connaît par exemple les plaines d'Abraham, parce qu'il rêve de venir à Québec. Et à chaque fois, il me raconte toutes les histoires qui sont basées sur les plaines d'Abraham. Je connais absolument rien. C'est intéressant. Alors voilà, les balles de fusil des Anglais étaient plus grosses que les balles de fusil des Français. Ah oui, ça se peut. Donc voilà, et lui il arrive à faire tous les mouvements de troupes, donc c'est quelqu'un qui aime bien aussi la logistique militaire et le côté, voilà. Il s'est bien s'orienter parce qu'on était invité à Blois, et au bout, lui, de quelques heures, il comprenait qu'il fallait aller là pour le festival. Je le suis, parce que je t'ai perdu complètement. Il a dit non, là, il y a le château là, et là, oui, bien sûr. Donc il est beaucoup plus cartésien que moi. Et dans une situation comme ça, je crois que ça aide d'être assez terre à terre, il n'est pas dans l'émotion. Mais dans une situation de panique aussi, on se retient. Lui, il avait peur, et ça me fascinait aussi, quelqu'un me l'a raconté, il avait peur de sombrer, en fait. Donc sombrer, ça veut dire que psychologiquement, tout s'effondre, comme un château de cartes, et on n'arrive plus, on se nourrit plus, on tombe en dépression complète, en catatonie, et on ne bouge plus, et il avait peur que ça lui arrive, ça. Parce que bon, il était faible physiquement, surtout vers la fin, mais à un moment, il y a eu des gros moments de dépression où... quand il a su qu'on devait l'échanger pour une somme incroyable, là il est tombé au plus profond, au plus bas. C'est-à-dire que de savoir qu'il serait échangé contre de l'argent et voir autant d'argent, ça l'a mis dans un état incroyable. Alors que j'en parlais à des amis de ma copine qui sont tous administratrices, parce que lui il est administrateur, donc il économisait de l'argent, et de savoir qu'il ferait perdre autant d'argent à Médecins sans frontières, ça le dégoûtait. Ouais. Il dit c'est pas possible, il faut vraiment que j'arrive à sortir de là. Et j'en parlais à ma compagne qui est administratrice aussi, qui travaille pour MSF, et d'autres amis qui étaient là, et ils étaient tous extrêmement étonnés de tout ce que moi je m'en fous, moi sortez-moi de là, payez ce qu'il y a. Vous sortez de là,
quand même, oui, cette force d'esprit de leur dire à un moment, quand il a pu avoir un contact avec Paris, de leur dire, moi je peux tenir encore, alors que ça fait 2 mois qu'il était là. C'est hallucinant. Attachant un réalisateur. Et là, il faut le faire quand même. Parce que on peut. Ouais. C'est quand même pas des conditions de rêve. Ouais, il avait perdu du poids déjà, un peu, et puis bon, c'était pas tout ça très propre. Mais il dit voilà, moi je peux tenir encore. Il était vraiment dans l'ambiance mission. Voilà, j'ai une mission à remplir. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est aussi une des réussites du livre, c'est que assez rapidement on peut en venir à se poser la question de mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait. Et tout de suite, ouais, moi, n'importe qui est kidnappé, je me sens avec lui à fond. C'est pour ça que je n'ai pas trop poussé ça dans l'album, parce que pour moi, ça me paraissait évident que un humanitaire, voilà, un étranger, un gars qui travaille dans un pays étranger auquel on peut s'associer, se fait kidnapper, il perd sa liberté, moi je m'associe tout de suite avec. Donc c'était quelque chose qui me paraissait assez rapidement mis en place dans le livre, donc j'ai pas trop tiré sur la corde, en plus il est gentil, en plus il finit la pluie, et tout ça. Donc ça me paraissait essentiel. Mais alors j'ai eu des critiques de gens qui disaient ouais, je ne suis pas trop attaché au personnage, donc c'est pas tout le monde qui peut avoir disons, de sentir fait et cause pour un humanitaire qui se fait kidnapper. Justement, il faut rester uniquement sur lui et puis quasiment. Ouais, parce que je voulais pas en sortir, je voulais qu'on reste avec, parce que je voulais qu'on soit en immersion, pour que justement on vive ce qu'il a vécu, parce que si on sort tout le temps, on perd ça. Donc je savais que ça serait aussi, il n'y aurait pas de flashback, je voulais pas, on le voit, comme on voit dans les films, genre il meurt, et après on fait toute l'histoire inverse, où on le voit chez lui en train de faire des accolades à ses enfants, quand il en est à la place de l'époque-là, et après on revient. Donc ce système de flashback fait aussi qu'on décroche beaucoup. Ça peut être aussi beaucoup plus excitant parce que ça permet de faire un scénario qui, à des moments où c'est un peu mort, allez, on va continuer. Mais je ne voulais pas jouer avec ça, donc je voulais que ça soit uniforme et rectiligne. Donc voilà. Après, moi, quand je l'écoutais, il me passionnait. J'écoutais Christophe qui me racontait qu'à un moment, il en avait plein le cul, il a essayé de décrocher ses menottes, et il était là, et j'imaginais sur sa paillasse en train de... Et à un moment, il a tiré dessus parce qu'il en avait trop marre. Et il a forcé sur le truc et clac, en fait, ça se referme comme ça, une menotte. Ça passe un cran et puis ça resserre plus fort. Et ouais, c'est des crans, et le cran s'est refermé, il avait la main là, et tout à coup, il s'est dit merde, le sang circule plus, il a paniqué. Il a essayé il s'est dit, il faut que je leur crie pour qu'ils viennent m'aider. Mais il ne voulait pas faire ça parce qu'il ne voulait rien savoir d'avoir des contacts avec eux, il les avait un peu ignorés pendant tout le début. Donc il a réussi à trouver une position et avoir un peu de sang. Voilà, il me racontait toutes ces anecdotes et moi j'étais là, bouche ouverte, à me dire dans le contexte, c'est tellement hallucinant parce que c'est comme si quelqu'un vivait là, dans un petit truc là, et 3 fois par jour, les gens de l'aide-Marie viennent le nourrir, et le week-end, tu dis pas toi ce week-end, non, et il vivait, il entendait tout ce que les gens vivaient, les casseroles, la bouffe, les copains qui venaient, et il était là à connaître tous ces sons par cœur. Par contre, pour la BD, les sons. On travaille dans un atelier, on est plusieurs à faire de la bande dessinée, on fait de l'illustration, du graphisme et tout ça, et on a un scanner en commun. Et au bout d'un an, il y a Dominique qui vient me voir et qui me dit mais attends, parce que quand on nous dit on scanne et on laisse le papier là, on se ramène chacun, mais il dit mais ça fait 1 an que je vois un gars attaché à un papier, il me dit mais même moi j'en peux plus quoi. Et là, quelques semaines après, c'était le mois de septembre, ils lui ont filé une chemise, et là, de dessiner juste avec une chemise, on lui fait le torse nu, avec une libération, ouais, ça a été mon sujet de conversation pendant toute la semaine. Mais oui, parce qu'en plus, c'est un projet très très long, donc c'est un projet long d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que c'était 430 pages et j'avais jamais fait 430 pages avant. Chronique je l'aime était long, mais c'était pas. Là, c'était en apnée, j'ai fait. Je l'ai fait au complet parce que chronique, c'est des chroniques, donc il y a des petites histoires qui se collent un après l'autre. Après, je fais attention pour que le rythme soit bien et que ça se calme, qu'on apprenne des choses, qu'on passe à autre chose, donc ça varie. Mais là, ça ne variait pas en fait, donc il est attaché pendant presque. Il est dans au moins 200 pages, il est torse nu, donc quand on arrive enfin à quelque chose. Après, on change de pièce, donc là, ça bougeait un peu, c'était pas mal aussi. Mais je gardais quand même les choses sobres parce que c'était la situation qui était forte, c'était son histoire qui était forte. Donc, j'avais pas besoin d'en rajouter plus. Est-ce que c'était pas justement plus difficile aussi
C'est-à-dire que, comme les chroniques, finalement, vous avez souvent quand même un regard plutôt amusé sur les situations ou sur le monde, alors que là, vous êtes quand même dans une situation qui est vraiment lourde. En plus, le livre, au fil des pages, gagne en tension. Est-ce que vous êtes forcément en empathie avec ce que vous dessinez? Est-ce que c'était pas lourd même pour vous de dessiner un type qui est quand même dans une situation grave? Ouais, tout à fait, ouais, parce qu'à un moment, tous les jours, on y va et on lit, et jour après jour, presque heure après heure, je me disais, bon, il a fait ça, et c'est sur 3 mois, en fait, j'ai passé 2 ans sur 3 mois de sa vie, hein. Et à un moment, j'en pouvais plus, je me mettais de la musique comme ça pour avancer, et j'avais l'impression, j'aurais pu prendre une photo de moi attaché à la table, à dessiner. J'aurais jamais fait ça, parce que bon, ça se compare pas comme expérience, évidemment. Mais oui, à un moment, c'était quand même assez dur de tenir d'un bout, ouais. Toute cette grande partie où il est seul, mais ça me tenait vraiment à cœur qu'on sente le temps passer, parce que c'était le cœur du sujet aussi. Ouais. C'était la pression psychologique, comme on tient psychologiquement. Mais pour qu'on sente comme on tient psychologiquement, il fallait qu'on sente que le temps passe et que le temps était infini pour lui. Ce qu'il disait, c'était pire qu'un prisonnier. Le prisonnier, et il sait pourquoi il était condamné, et il sait qu'il en a pour 5, 10, 15 ans, mais au moins il sait, il a date. Alors lui, c'est pour ça que chaque jour il s'accrochait au temps, parce que c'était le seul repère qu'il avait. Voilà, il était là, mardi de 16 septembre et tout. Et après, il disait ça chaque jour, il ne devait surtout pas se tromper. Il me racontait ça, et en fait, il n'avait plus de repère. Il était où? En Tchétchénie, probablement. Pourquoi? Pas trop de raisons, c'est juste pas de chance. Combien de temps ça va durer? Aucune idée. Donc tout ça est extrêmement angoissant. Par contre, il tenait mordicus à savoir, voilà, là, ça c'était la date. Et ça fait ça à tous les kidnappés. J'en ai rencontré un autre après, dans une entrevue comme ça. Et il y a plein de choses qui sont similaires. Ouais. J'ai rencontré Nicolas Hénin, qui lui aussi s'était échappé au début, mais pas de bol, il s'est fait rattraper. C'est dur. Ouais, après, ça a été très dur, mais ça, il n'en a pas parlé. Il a été assez marrant, parce qu'on ne connaît pas son histoire. Et est-ce que c'est pas compliqué justement? Parce que, comme on disait au départ, c'est le vécu d'un autre, donc il y a le souci, j'imagine, de ne pas trahir. Donc, pas trahir le propos, pas trahir l'histoire. Est-ce que justement, il n'y a pas un moment donné, ça vous. Est-ce que c'est pas, ça ne devient pas un petit peu, comment dire, inconfortable, parce que justement, vous avez une marge de manœuvre par rapport à votre initiative qui est finalement un peu réduite? Non, je l'avais intégré dans le processus, c'est-à-dire que au début, je me disais comment parler à un autre, est-ce qu'il s'est dit ça là, est-ce qu'il s'est dit ça le premier jour, mais après on a des éléments, bon, on est kidnappé, il m'avait dit un peu qu'au début il pensait qu'il était là pour 24 heures, donc il avait pensé à sa famille qui allait s'inquiéter pour rien, donc du coup j'y vais, il se dit voilà, tout le monde va s'inquiéter, donc à un moment, il faut que j'écrive à la première personne, parce que je voulais vraiment qu'on soit à la première personne. Et il faut que j'invente ce qu'ils disent. Et après, au début, je lui faisais lire en disant, en fait, ça va être compliqué, parce qu'il va revenir à fond là-dessus, ce qui est normal. Mais en fait, non, il m'a laissé beaucoup aller, parce que j'étais pas mal dans le ton. Il me disait qu'il y a eu des bons mots, il y a eu des trucs, et il y a eu des trucs bizarres, parce que à un moment, il me dit « Ah ouais, mais dans cette pièce-là, il y avait des meubles. » Alors que ça faisait une dizaine de pages que j'étais dessus. Et il me semblait qu'on en avait parlé, mais j'ai dû me planter. Et c'était dans la toute première pièce quand ils m'ont fait transiter, en fait. Donc j'ai rajouté des meubles à donf, et voilà, donc j'ai comblé, mais il y en avait sûrement plus que ça. Donc j'ai fait une espèce de maquillage. Et donc à un moment, voilà, je faisais attention quand je changeais de lieu pour lui montrer, parce qu'il était assez précis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'une bonne idée, c'est celle qui justement résiste à l'épreuve du temps? C'est-à-dire que si on continue d'y penser, même si on ne l'a pas encore réalisé, s'il y a une mouvante encore, c'est que forcément elle est bonne. Ouais, pour la création, ouais, pour la politique, peut-être pas. On pense à la bonne blague que c'était de voir Trump arriver dans le jeu politique. Finalement, ça a duré longtemps, c'était une bonne nouvelle. Là, pour ça, oui, où je me disais, si j'ai tant à cœur de le faire 15 ans après, c'est vraiment ça vaut le coup. Après, bon, ça aurait pu faire un bouquin qui m'aurait déçu plus tard. Au final, oui, après le soulagement de l'avoir fait, tant du résultat, parce qu'on a travaillé de très près. Mais bon, après, tous les auteurs, il y a plein de trucs que je referai si. Il y a toujours des détails qu'on voudrait reprendre tout le temps. Mais à un moment, il faut qu'on dise stop, parce que là, il fallait aussi publier un jour. Et par contre, justement, faire une grosse œuvre comme ça, comme celle-ci. Bon, entre-temps, vous avez fait du Mauvais Père, qui était
les livres plus légers, donc vous avez un projet aussi, juste après avoir reçu le prix Angoulême. Ouais. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que ça ajoute de la pression, ne serait-ce que par rapport aux éditeurs, par rapport aux pairs, par rapport même à vous-même? Ouais. Moi, ça a été assez progressif. Hein. J'ai vu mon public. Shenzhen, c'était 2000 albums qu'on a vendus dans l'année, j'ai vu grossir, et il a grossi aussi avec tous les autres albums de qualité qui étaient faits à côté. Marjane Satrapi, quand elle a sorti Persepolis, ça a ouvert vraiment beaucoup de portes. Moi, je suis arrivé après à Pyongyang, et j'ai pu profiter aussi de la notoriété qu'elle avait eue et toutes les portes que ça avait ouvertes. Il y a un public qui s'est remis à lire de la BD, comme moi d'ailleurs, et ça a grossi. Et moi, je me suis dit, tiens, je peux peut-être essayer d'en vivre, c'est quand même. Et puis j'ai essayé avec Pyongyang et ça marchait assez bien en me disant tiens je peux faire peut-être que ça. Et voilà, c'est beaucoup d'être là au bon moment aussi. Après, c'est quoi ma question? La pression par rapport au prix. C'est comme un... ouais, donc c'est venu progressivement. Et après, peut-être, oui, c'est pour ça que j'ai pas eu envie de faire. C'était un gros livre, Chronique de Jérusalem, donc je me suis dit je vais faire des petits trucs légers, comme ça c'est vrai que ça enlève un peu de pression s'il y en avait, donc là c'était que de l'humour et je faisais ça assez facilement et avec beaucoup de plaisir et ça me détendait, j'en ai fait 3, plus que je pensais, sachant qu'après j'allais attaquer le truc de Christophe, donc je me suis dit je vais faire des trucs légers et j'ai un peu le même sentiment aujourd'hui, je sais que là les prochains projets que je vais faire ça va être vraiment des trucs pour enfants et des trucs légers, ça va être un gros bouquin, de toute façon j'ai pas de projet de gros bouquin, donc ouais. Pression, après, non, surtout un grand plaisir d'avoir eu ce prix, une grande satisfaction, je ne cache pas. Et à quel moment est-ce que vous avez senti justement vos livres trouver leur public? Parce que donc on a compris que ça avait démarré avec un modestement, mais il y a eu Pyongyang, et Pyongyang c'était encore un éditeur indépendant, une association qui ne travaille pas les livres. Une fois qu'ils sont sortis, si les gens l'achètent, tant mieux, mais c'est des auteurs, alors ils font des livres, mais les vendre, on n'est pas ça. Donc après, il se trouve qu'ils n'ont pas pris Chronique birmane en fait, parce qu'ils étaient en train de tous s'engueuler, de se séparer comme ça arrive souvent. Et mon livre est au travers. Voilà, donc ça, ils l'ont pas pris. Voilà, ils m'ont envoyé une lettre, fait c'est Menu qui était là, qui décidait à cette époque-là. Et donc voilà, il n'a pas pris. Moi en attendant, il y avait Lewis Strandham, donc, qui était en même temps dans une autre collection chez Delcourt, et il me dit s'ils sont assez débiles pour pas le prendre. Moi, je veux bien ma collection. Donc voilà. Et en plus, avec Lewis, on l'a un petit peu retravaillé, parce qu'il a fait un travail d'éditeur en disant peut-être que là, il y a quelques pages qu'on pourra enlever. Donc après, voilà. Et là, voilà, c'est là que je me suis fait connaître au Québec, pratiquement, parce que les gens me connaissaient souvent par Pyongyang en anglais. Enfin, il y a aussi le prix des livres de l'association qu'il n'y avait pas. Donc Delcourt, c'est une grosse machine. Donc voilà, ça arrive par bateau, et après, voilà, il y a un cachet de presse, il y a des trucs comme ça. Et voilà, il travaille les livres avant, il travaille les livres aussi après, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il y a le mois de septembre, où j'ai sorti mon album, il y avait 300 livres qui sont sortis. 300